Être juif à l'heure d'Israël. Un entretien avec Joseph Altman. On croise quelque part Joseph Altman du côté de Forcalquier assez souvent. Il est actif, par exemple, à la Biocop de Forcalquier à travers l'association Jojo Basso. Et voilà, c'est quelqu'un de sympathique comme ça, dont on est loin de soupçonner l'itinéraire quand on le croise dans la vie quotidienne, parce qu'en fait, il a une sacrée histoire qu'on va aborder maintenant, justement à travers ce thème, l'idée de être juif à l'heure d'Israël, puisque avec la situation actuelle, le drame à Gaza, cette horrible situation qu'on n'est toujours pas capable d'arrêter, on n'est même pas capable d'obtenir un cessez-le-feu au niveau de la soi-disant communauté internationale. Il y a une complexité, c'est clair, et en même temps, il y a un drame insupportable. On parle de plus en plus de génocide, et donc c'est inacceptable que l'on ne puisse pas réagir à cela. Cependant, il faut écouter un peu tout le monde, et être juif aujourd'hui, c'est aussi fatalement être interpellé par Israël, qu'on soit pour ou contre la politique israélienne en tant que juif, on est interpellé ne serait-ce que parce que Israël se pose en état représentant des juifs du monde entier, même s'il y a beaucoup de juifs qui ne se sentent pas du tout représentés et qui n'ont pas envie de s'exprimer sur Israël. Il y en a beaucoup par exemple aux États-Unis. J'ai trouvé intéressant de demander à des personnes qui se retrouvent dans leur identité juive ou qui du moins l'acceptent, de donner leur point de vue sur leur question. Et c'est avec Joseph qu'on va commencer, qu'on le retrouve dans quelques instants, à commencer par lui demander comment il se définit. Être juif, je me sens être humain. D'abord, être juif, c'est une ouverture vers le monde. C'est bien sûr la connaissance de la Bible. Et je suis un petit peu bizarre, je suis en plus un juif messianique. Ça veut dire que je reconnais l'arrivée du Messie, appelé en France Jésus, sur terre. Je le pratique. Bref, être juif, pour moi, c'est d'être un humain ouvert l'humanisme. C'est pour ça que je me trouve très bien aussi dans certaines branches du communisme, que je l'avais pratiqué ouvertement. C'est aussi le contact à la terre, le respect de la terre, le respect de la création, de la nature. Et on essaye à vivre avec. Et c'est beaucoup chercher à comprendre l'autrui, les peuples qui m'entourent, les gens qui m'entourent, et ne pas rester ce que j'appelle un petit tête. Petit tête, ça veut dire quelqu'un qui se cache parmi les autres, derrière les idées des autres, et avoir le courage de s'exprimer de ce qu'on pense, être actif dans la société d'une façon positive. Voilà. Et alors c'est aussi un héritage, puisque ta famille, c'est pas rien, quoi. Mon héritage, il est très très bizarre, compliqué, parce que ma mère était russe orthodoxe, mon père était juif, un des rescapés des ghettos de Varsovie. Le résultat, ça donnait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire j'ai connu les deux mondes. Dans ma jeunesse, j'ai fêté toutes les fêtes chrétiennes et les fêtes juives, c'était la lumière à la maison tout le temps, et c'était magnifique, je trouvais que c'est beau, ça me plaît, c'est pour ça que ma femme, elle est chrétienne, elle pouvait être jaune, elle pouvait être noire, parce que je mets l'amour au-dessus de tout, et je pense que l'amour, c'est le seul élément pour lequel nous vivons sur Terre, je parle d'amour, pas de sexe. Il y a une énorme différence, pour moi c'est l'amour inconditionnel, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous avais aimé, c'est Jésus qui l'avait dit, je cherche à le pratiquer, j'aime mes adversaires aussi, dans leurs différences, et je cherche à comprendre les processus historiques dans lesquels je suis mêlé obligatoirement, et si je veux ou si je ne veux pas,
comme à tout être humain. Actuellement, je vis en France, alors je me mêle profondément de la vie politique française. J'ai choisi de vivre en France. On ne m'avait pas obligé, c'est moi qui est allé demander la nationalité française avant d'atterrir en France, parce que j'ai tombé amoureux de la France avant de tomber amoureux de Françaises. Voilà. Et alors cet héritage, cet itinéraire, donc un père rescapé du ghetto de Varsovie. Du coup, tu es imprégné de cette histoire, et lui, comment il s'en est sorti? Il a survécu parce qu'il a bien compris, début 1941, qu'il faut partir du ghetto de Varsovie. Il est parti, il est arrivé à partir dans la forêt. Il a fui, lui, sa sœur, avec son premier mari et un bébé, qui est mort dans la forêt. Ils ont préféré de rester dans la forêt, dans l'effroi. On était pourchassés par le partisan non juif, et il est resté caché dans la forêt. Oui, il était pourchassé par des partisans polonais. Oui, leur ennemi n'était pas seulement les Allemands, étaient aussi les Russes, étaient aussi le partisan polonais, qui malheureusement, à l'époque, quand ils ont trouvé un juif caché dans la forêt, ils l'ont simplement liquidé. Donc résistant et antisémite. Parmi les partisans, il y avait plusieurs qui étaient antisémites. Et on ne pouvait pas supporter qu'un juif survit. Mon père a survécu parce que, grâce à l'erreur de l'Allemagne qui a attaqué la Russie. Et à ce moment-là, mon père, à pied, est arrivé à rejoindre la Russie, à traverser la frontière, la ligne de combat entre les Russes et les Allemands. Il est arrivé à rejoindre l'armée russe. Il était parmi un des premiers parachutistes de l'armée rouge, et il a survécu uniquement parce qu'il y avait un général polonais qui a trahi la Russie, qui a rejoint l'armée allemande à un moment donné, et Staline a déclaré à ce moment-là que tous les ressortissants polonais ne sont plus fiables sur terre. Il les a enfermés dans les camps de travail, des dizaines de milliers de Polonais. Ah oui, donc c'était une punition collective au nom d'une trahison, quoi. Enfin, soi-disant, qui sont des traîtres, les Polonais, en Russie. Et ce qui a sauvé la vie de mon père, parce que lui, comme il a perdu toute sa famille dans le ghetto de Varsovie, ils étaient tous envoyés au camp de concentration, Auschwitz, il était prêt à donner sa vie. Il s'est préparé à une mission de suicide, sauter derrière la ligne des Allemands. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de, je crois que ça s'appelle Pamplemov, un grand général russe qui a sauté derrière la ligne allemande avec son unité, en but de créer des dégâts au maximum possible, en sachant qu'ils vont mourir. Et mon père faisait une partie comme parachutiste, et voilà, et juste à la veille de sauter, et passait cette histoire-là de trahison d'un général polonais. Voilà. Et là, il était très content, il m'avait raconté ça, que j'ai eu 2 patates par jour pour manger, c'était énorme. J'ai appris un métier, et il est devenu un couturier de camp de travail. Pour lui, ce n'était pas un désastre, mais au contraire, c'était la joie. Donc il se retrouvait en camp de travail. Un camp de travail. Mais il me dit, je préfère d'être dans un camp de travail que me combattre sur la ligne. C'était très intéressant. Et c'est là-bas qu'il a rencontré ma mère, qui était très jeune à l'époque. Elle était infirmière dans l'armée rouge. Et voilà, ils se sont rencontrés ici. Et ils sont rentrés après la guerre en Pologne, parce que de nouveau Staline a pourchassé tous les ressortissants polonais vers la Pologne. Il ne voulait pas qu'ils restent en Russie. De cette façon-là, mon père, il a rentré en Pologne en cherchant sa famille. Bien sûr, il n'a rien trouvé. Personne n'a été trouvé. Et c'est moi qui étais né là-bas, moi, mon frère, ma sœur, au sud de la Pologne, dans une région qui était disputée entre l'Allemagne et la Pologne. C'est comme l'Alsace en France. C'est un endroit de Wrocław, au sud-ouest de la Pologne, et qui est resté en ruine. Moi, je me rappelle, jusqu'en 1957 que j'ai vécu là-bas, on était encore dans les ruines. Et les Polonais ne voulaient pas reconstruire la ville parce que vous n'êtes pas des vrais Polonais. C'est la même problématique qu'on a trouvée en France pour les Alsaciens. Est-ce que vous êtes des traîtres? Vous n'êtes pas des traîtres. Alors, j'ai trouvé de façon très bizarre. Et en 1957, ma famille a reçu la recommandation très chaleureuse de partir
les pouvoirs locaux nous avaient donné 2 mois pour partir, parce que comme nous étions considérés d'origine juive, malgré les origines de ma mère, nous n'étions pas les bienvenus. Et ils voulaient simplement se débarrasser de nous d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, après la guerre, mon père, en rentrant en Pologne, ne pouvait pas trouver de travail. Les Juifs pouvaient vivre, respirer, mais n'ont pas eu le droit de travailler. Donc vous avez dû quitter la Pologne en 1957, on était, moi j'appelle ça pourchassés, on était apatrides. Et à ce moment-là, il y avait 2 pays dans le monde qui étaient d'accord de nous recevoir. Les États-Unis et Israël. Aucun autre pays en Europe n'est d'accord de nous accueillir. Pas la France, pas l'Italie, pas la Tchécoslovaquie, personne. On n'était pas vraiment les bienvenus nulle part. C'est une situation assez bizarre. J'ai eu 5 ans. Bien sûr, ça m'avait traumatisé, ça m'avait laissé pas mal de traces. C'est pour ça que ça me permet aujourd'hui à comprendre les réfugiés et les enfants de réfugiés pour savoir ce qu'ils sont. Ce n'est pas une situation agréable. C'est pour cette raison-là que ça m'avait mis renforcer l'amour de l'autrui et les comprendre que il faut que nous fassions des efforts pour accueillir les réfugiés. Quelqu'un qui s'en va de chez lui, ce n'est pas par l'amour, la volonté, parce que simplement il n'a pas le choix, d'une façon ou d'une autre. Les gens ne quittent pas leur pays. Je vois les Syriens, aujourd'hui il y a beaucoup d'histoires des Syriens, réfugiés syriens. S'ils sont partis de la Syrie, c'est simplement parce qu'ils ne pouvaient plus rester chez eux. Ça veut dire, les regards sur eux, pour moi, doivent être différents et ne pas les regarder seulement en les disant qu'ils viennent pomper l'énergie et profiter de l'Occident. C'est simplement parce que c'est une histoire de survie. Et Joseph Altmann, donc après cette période difficile en Pologne, donc votre famille part après 1957 et se retrouve en Israël à ce moment-là, ou comment? Oui, on était trouvés en Israël, comme les clandestins d'ailleurs. Dans le schéma, ça a pris à peu près 1 mois et demi. On est arrivé à travers l'Italie. On a perdu notre nationalité sur la frontière, en partant de la Pologne, et on est resté assez longtemps en Italie. Et de là-bas, on a passé avec des petits bateaux. C'est comme les boat people en Vietnam, pour arriver à Haïfa, très bizarre. On n'a pas connu, on n'a même pas parlé la langue, rien du tout, mais il fallait quelque part vivre, c'est survivre, j'appelle ça plutôt. On a atterri dans un kibbutz sur la frontière avec la Jordanie, qui s'appelle Ashdod Yaakov, existe jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Nous étions reçus de manière très chaleureuse par les Israéliens dans le kibbutz. Nous étions démunis et nous avons reçu tout de suite un toit. Nous étions acceptés à l'école immédiatement sans parler la langue. Ça m'avait pris à peu près 1 mois. Au bout d'1 mois, j'ai parlé la langue. C'est très rapide, d'ailleurs pour un enfant. Et la langue hébraïque, elle est très très facile. Une fois qu'on vit dedans, qu'on baigne dedans, c'est la langue la plus facile à apprendre dans le monde. Et voilà, depuis j'ai vécu en Israël, dans un kibbutz. C'est une forme de vie, c'est l'application du communisme réel. Le communisme réel. Et pas le communisme à la russe, à la stalinisme, mais plutôt réel. Ça veut dire que chacun, il donne et il travaille selon ses capacités et il reçoit selon ses besoins. On vit avec rien dans la poche, il n'y a pas d'argent qui circule, absolument rien. C'est presque un mode de troc. Tout le monde a mangé dans la salle à manger, tout le monde a eu le même niveau de vie. Les sans-abri n'existaient pas, il n'y avait pas de policiers. C'est une forme de respect mutuel que je souhaite à plusieurs personnes de la pratiquer, de l'exercer. Bref, on est parti d'une horreur vers vraiment un bonheur que jusqu'à aujourd'hui je considère mon enfance comme une enfance de joie, enfance, je peux dire, de lumière. Ah oui. Mais alors les enfants, parce qu'il n'y a pas aussi, comment dire, la filiation biologique était relativisée? On s'en fichait de la filiation biologique de la personne. Tout le monde était au même niveau. Oui. On n'a jamais posé la question à quelqu'un quelles sont ses origines. On a entendu. Mais je veux dire, la filiation, je parle des parents, c'est-à-dire les gosses sont élevés ensemble, oui. Et pas forcément directement par leurs parents, non? Nous, à l'époque, c'était comme ça. Nous étions élevés ensemble. Nous avons visité nos parents. Les parents pouvaient nous visiter à n'importe quel moment de la journée. On pouvait avoir des relations
avec nos parents qui étaient indépendants de besoins matériels. Ça veut dire que ce n'est pas nos parents qui s'occupaient de nos besoins matériels et de nos couchages. C'était des gens du kibbutz qui étaient chaque... délégués pour ça, ou c'était Oui. en relais les uns les autres? Non, c'était considéré comme du travail. Ouais. Le maîtresse de l'école, comme il y a ici le maîtresse d'école, elle s'occupait de nous à tour de rôle. Et la nuit, nous étions toutes seules dans le dortoir des enfants. Il y avait bien sûr des gardiens, de femmes qui sont passées entre différents bâtiments pour vérifier que tout passe bien, etc. Et c'était très intéressant que mes parents étaient ravis. Et toi, ça te manquait pas que c'était pas tes parents qui s'occupaient directement de toi dans la vie quotidienne, alors, ou c'était de temps en temps, ou... Le passage, il était très brutal. Alors bien sûr, au départ, ça m'avait posé des problèmes. Mais dans quelques mois, je me rappelle très bien que j'avais emmerdé mes parents en pensant qu'ils m'ont abandonné. Ces sensations-là qui étaient très fortes, j'ai emmerdé mes parents. Et ça a pris quelques mois pour m'habituer à cette forme de vie là. Bien sûr, pour mon frère et ma soeur qui étaient plus grands, c'était beaucoup plus facile. Mais une fois que je m'habituais, je l'avais goûté, cette forme de vie. Et dans mes mémoires, c'est des moments magnifiques. Malgré le fait que tout autour, c'était une situation sécuritaire très tendue. Parce que nous étions sur la frontière, nous avons subi pas mal de dégâts de la part des Arabes qui ont pénétré chez nous de la part de la Jordanie. Nous avons eu peur, bien sûr. Mais malgré cela, c'est très intéressant. Il y avait quelque chose de beaucoup plus important, c'est une sécurité sociale. Ça veut dire le moment que nous n'avons plus la peur d'avoir faim, la peur de ne plus avoir une maison pour vivre, le toit au-dessus de la tête. Et je pense que tout le reste est devenu secondaire. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai persuadé que c'est pour ça que je suis pour qu'on permet à tout être humain en France, même ceux qui sont SDF aujourd'hui, j'ai fait partie de quelques mouvements qui œuvrent dans cette direction-là, pour qu'ils puissent avoir un toit au-dessus de la tête, quelque chose à mettre dans la bouche. Et croyez-moi qu'il va être beaucoup plus heureux et pourrait être beaucoup plus acteur positif pour la société. J'étais bien reçu par les gens de manière très chaleureuse. Pourtant, ils pouvaient me dire, tu ne parles pas l'hébreu, tu parles polonais, tu es un étranger, etc. Alors, on peut me dire, oui, en même temps, tu étais un juif. J'ai dit oui, moitié juif, parce que parmi les juifs, aussi j'étais bizarre. Pourquoi? Parce que chez les juifs, la nationalité est définie par la mère. Comme ma mère était chrétienne, j'étais considéré parmi les juifs chrétiens. Chez les chrétiens, c'est le contraire. C'est pas la nationalité donnée par le père. Ça veut dire que je suis chrétien, j'étais juif. Voilà, j'étais dans une situation la plus embarrassante possible. Et pourtant, j'étais super bien reçu. Il y avait de temps en temps un petit conflit, quelqu'un qui m'avait rappelé, oui, mais ta mère, elle est chrétienne. C'est pour ça que je sais que je suis chrétien. Pourquoi je sais que je suis un juif? Parce que les chrétiens m'ont dit, tu es un juif. Sinon, je ne pouvais pas savoir que je suis un juif. D'ailleurs, ça ne m'avait jamais intéressé. Est-ce que je suis un juif ou pas un juif, etc. Je suis un être humain. C'était un peu dans la tête de Sartre, ça, non? Cette définition, le juif est défini par l'autre. Oui, c'est exactement ça. Et j'ai défini, oui, je suis juif parce que je définis que par les autres comme un juif. Et j'ai dit plutôt, regardez-moi comme ce que je suis. Aujourd'hui, je suis un pratiquant avec les protestants, ménonites d'ailleurs, en France, mais je me considère juif. Alors, je reconnais que le Messie est arrivé sur terre, mais je suis un juif. D'ailleurs, j'ai des collègues tunisiens, algériens, marocains, russes, anglais, norvégiens, américains. Quelle importance! Quelle importance! Nous sommes tous des humains. Et c'est pas par hasard que mon beau-fils, le premier fils de ma deuxième femme, il est né en Allemagne. Ça ne me gêne pas, absolument pas. Je le vois, ce qu'il est. Et pourquoi je mentionne cette fête-là? Parce que, spécialement chez les Juifs, chez les Israéliens,
dans mon enfance, c'était très difficile de parler avec un Allemand. Il y avait une sorte de haine due à la guerre qui était établie. Mon père encore était incapable à affronter un Allemand. S'il savait que quelqu'un qui est allemand qui passe en face, il devait traverser la rue et marcher de l'autre côté. C'était une réticence plus que de la haine. Et j'ai dit, notre génération est arrivée à dépasser cette colère-là et ne pas mettre tous les Allemands dans le même panier. C'est pour cette raison-là que je ne mets pas non plus tous les Arabes dans le même panier. On a toujours envie de cataloguer les gens. Et je vois tout de suite, les Arabes sont ci, en France aussi je l'entends, les Arabes sont celle-ci, les Arabes sont comme ça. Je dis, s'il vous plaît, regardez la personne, pas la foule des gens. C'est très facile à préjuger des gens sans les connaître. Pour revenir, Joseph Altman, donc être juif à l'heure d'Israël, donc après cette période du kibbutz, tu grandis, et donc là tu es un fervent membre et partisan d'Israël. Pas forcément. Pas forcément partisan membre d'Israël, parce que je ne peux pas oublier que je suis aussi à autre chose. Je suis à l'intérieur, mais aussi un petit peu à l'extérieur. Ouais. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des études? Je suivais l'école comme monsieur de tout le monde, jusqu'au bac, que je l'avais refusé. Je n'ai pas fait le bac, parce que j'étais le meilleur élève de l'école. Et quand on voulait me juger sur un seul examen pour savoir si je suis capable de continuer mes études ou non, je l'avais refusé. C'était un grand choc, j'étais très militant à ce niveau-là. J'ai dit non, si vous voulez me juger, jugez-moi. Mais à la langue, d'ailleurs c'est pour ça jusqu'à aujourd'hui je suis contre le bac en France. Ouais. C'est une aberration. Et du coup après, tu quittes l'école ou... Non, j'ai terminé l'école à l'âge de 18 ans. Et d'ailleurs après j'ai fait les études d'ingénieur, malgré le fait que je n'étais pas eu le bac. J'étais reçu à l'école supérieure, peut-être une des meilleures écoles qui existent dans le monde pour les ingénieurs, elle s'appelle Technion à Haïfa. Mais après mon école, j'avais rejoint, comme tout jeune Israélien, l'armée. C'était service obligatoire, minimum 3 ans. Moi, j'ai fait plus que ça. À la fin de mon service de 3 ans, était déclenchée la guerre de Kippour, 1973. J'étais juste dans les quelques dernières semaines. En même temps, j'étais un soldat aguerri. J'ai fait cette guerre-là comme un soldat de l'armée israélienne. J'ai passé dans ces guerres-là un des combats peut-être le plus dur, c'est la guerre de la ville de Suez, que plusieurs personnes ou historiens cherchent à la négliger, à ne pas parler de ça. C'est exactement pour cette raison-là. Je t'ai bien montré ici. Voilà. Alors, ça s'appelle un livre, Suez is not Stalingrad. Je l'avais traduit, ce livre-là, en français. Il est en train actuellement juste d'être imprimé à Jérusalem. C'est l'origine en hébreu. Donc, j'ai participé à la création de ce livre-là. Il y a pas mal de choses que j'écris sur cette guerre-là. Et j'écris des choses antimilitaristes terribles après cette guerre-là. Ça veut dire que je n'ai pas utilisé les armes pour me protéger. J'ai cherché plutôt à utiliser mon humanisme. Et l'arme était là, ok, j'étais obligé à porter des armes, mais je considérais, ça m'avait permis d'avoir des contacts d'ailleurs, même avec les Arabes, même avec l'armée adversaire, même en pleine guerre, en 1973, je suis arrivé à prendre quelques prisonniers égyptiens, que j'ai libérés, qui n'ont pas compris qu'est-ce que j'ai fait.
J'ai confisqué leurs armes, j'ai dit non, les armes non, mais rentrez chez vous. Pour une simple raison, que j'ai dit qu'est-ce que je vais faire avec ces gens-là? Ils vont être comme des prisonniers, ils vont tomber sur un gardien des prisons qui est sadique, qui vont souffrir. Et je suis désolé, mais il y a beaucoup de gardiens de prison qui sont pas vraiment humains. Ils ont perdu un petit peu leur humanisme. On peut expliquer pourquoi, mais c'est une réalité et qui exerce leur cruauté sur le plus faible. C'est une horreur. Dans cette guerre-là, j'ai libéré les gens qui m'ont démodé un courrier officiel en disant qu'ils sont libérés. Je démodais mon supérieur, je n'étais pas un officier, j'étais simplement à l'époque un sergent-chef. Je demandais de mon supérieur de me faire un courrier en les libérant, en les expliquant qu'ils étaient en prison. Ils étaient prisonniers par l'armée israélienne et c'est pour ça qu'ils n'ont plus d'armes et qu'ils nous renvoient chez eux. Et il était persuadé que je vais les tirer dans les dos. Ah oui. Je comprends cette crainte-là. Parce que, voilà, j'explique, il y en a une des anecdotes, pour expliquer, oui, j'étais atypique. Partout où je suis passé, j'étais atypique. Mais j'ai permis simplement à exercer l'humanisme qui est en moi et ça que j'ai appris dans ma vie. Et l'armée avait accepté alors que tu les libères, les prisonniers? Ah, j'ai pas posé la question. Ouais. Et ça s'est vu ou... Ah oui, ça s'est vu. Il y a mon supérieur chic, le lieutenant, qui m'avait signé un courrier. Oui, on les libère. Je suis arrivé à les convaincre très vite. Ah, okay. Mais attends, il y a là-bas déjà 10 000 prisonniers. Qu'est-ce que tu vas faire? Libère-le. Libère-le. C'est bizarre parce que c'était un groupe de commandos égyptiens qui nous avaient attaqués. Pour l'histoire, on était en Égypte déjà. On a pénétré dans le territoire égyptien et ils nous avaient attaqués. Et on est arrivé à éliminer, c'était en pleine nuit, on les a tirés dessus, ils nous avaient tirés dessus. On se réveillait le matin de cette nuit-là, si on peut dire, et j'étais envoyé devant tout un bataillon pour scruter le terrain, pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça que je suis arrivé à tomber sous quelques survivants de ce groupe de commandos. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas résister parce que j'ai eu à la main une mitrailleuse très très lourde. Et je n'ai pas tiré. En fait, j'ai pointé l'arme sur eux, ils ont levé leurs bras. J'ai dit, OK, ils se lèvent les bras, c'est bon. Et j'étais pris en prisonnier. Bien sûr, ça a pris du temps de discussion au départ, d'où ils viennent, etc., combien ils sont. On a essayé d'attirer le maximum d'informations utiles. On les a donné à manger, on les a donné à boire, et on les a libérés, on les voyait chez eux. Et je ne les regrette pas pour une seule seconde jusqu'à aujourd'hui. Avant que la guerre se termine, on n'était pas démobilisé. Une période très longue de tension avant que certains accords soient signés par l'Égypte et Israël, sur un cessez-le-feu permanent. Et je me trouvais avec ma compagnie devant un groupement des officiers supérieurs de l'armée israélienne. Et nous avons commencé une manifestation pour la paix. Comment? En chantant des chansons de la paix. Et en hébreu, il y a pas mal de chansons qui appellent à la paix. Bien sûr, nous étions menacés par un général de cour martiale. Et nous étions d'accord d'aller jusqu'au bout. On a dit, allez-y, juge-nous. Mais nous allons continuer à manifester pour la paix. Vous étiez combien? On était à peu près 90 personnes. Ouais. On était première ligne. On n'était pas à Tel Aviv, on n'était pas à Jérusalem, on était avec les armes sur nous. On pouvait nous considérer comme des traîtres. Mais nous étions d'accord parce que nous avons trouvé l'absurdité de la guerre. C'est très intéressant que ce mouvement-là a donné un mouvement, ça a donné une création. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas les seuls dans l'armée. Dans différents endroits, il y avait aussi cette tendance chez les soldats. Et ça crée un mouvement qui s'appelle la paix maintenant, qui est reconnu mondialement. C'est la continuation politique, après l'application politique d'ailleurs qui existe jusqu'à aujourd'hui. Je suis persuadé que ça a tenu quand même une pression sur le pouvoir en Israël à signer les accords du stop arrêté. On peut arriver aux accords
avec l'ennemi, on n'est pas obligé de se tirer dessus, on n'est pas obligé de s'entretuer. Je veux dire, ça a pu contribuer, par exemple, dans le cheminement, par la suite aux accords d'Oslo en 1993. Et je suis persuadé, c'est prouvé d'abord à l'accord de cessez-le-feu permanent, à une séparation des forces et à l'accord de paix entre l'Israël et l'Égypte avec Sadat, qui d'ailleurs on l'avait considéré comme un homme très courageux. Oui, ça c'est les accords de 77-78 et Oui. de Camp David. Oui, le Camp David, pour moi, c'était l'aboutissement, je pense que ce mouvement-là, très important, qui dit, ouf. Et d'ailleurs, quand on pense à l'arrière, on pouvait arriver aux mêmes accords sans passer par la guerre. Et il y avait les occasions. J'ai compris aussi, il n'y avait pas seulement réticence pour cet accord-là de paix côté israélien, il y avait aussi réticence côté égyptien. Et c'est pour ça que j'ai Ah bah oui, bien sûr. j'ai lu les livres des chefs de l'armée égyptienne de l'époque. Il s'appelle le général Saad el-Shazli, s'appelle La traversée des Suez. C'est lui qui a préparé la traversée des Suez par l'armée égyptienne. Et ce qui m'avait intéressé le plus, c'est pourquoi les Égyptiens voulaient déclencher cette guerre-là, de 1973. Ouais. Qui a été d'ailleurs une guerre qui a surpris quand même Israël. Oui. Cette fois-là, Israël a eu peur alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Elle était terriblement surprise. D'ailleurs, dans notre livre ici, on parle beaucoup de ça. Côté militaire, c'est une réussite extraordinaire des Égyptiens. Mais pour moi, c'est un échec humain. Ça sert à quoi? Parce que le résultat à la fin, c'était quoi? C'était un accord de paix dans lequel les armées s'est séparées. L'armée israélienne a rendu le territoire de Sinaï aux Égyptiens, le territoire qui était pris en 1967. Et j'ai dit, humainement, on était incapable d'arriver aux mêmes conclusions sans passer par la guerre. Ouais. D'ailleurs, on a passé, depuis 1967, on a passé de la guerre de l'usure et après la guerre de 1973. Ouais. Est-ce vraiment nécessaire? Ce qui me permet aujourd'hui à dire, nous sommes si pas intelligents comme des humains. Nous n'arrivons pas à résoudre les conflits sans passer par la phase de la guerre. Oui, on arrive à résoudre une fois qu'on a payé le prix du sang, mais encore que là, on parle de paix et on parle de Sadat, mais justement, il y a quelque chose de révélateur qui se passe après avec Sadat, puisqu'il est assassiné au début des années 80 par un groupe islamiste, mais aussi parce qu'il est considéré comme traître, parce que la question de fond, qui est l'occupation et la colonisation, reste un gros problème. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est pour ça qu'il a été tué. Il a été tué, Sadat, je pense, pour un conflit interne dans le monde arabe. Et ça, on le comprend en lisant les livres qui sont écrits par les Sadat et par les livres qui sont écrits par ses généraux. Il y a des conflits internes de pouvoir sous le monde arabe dans différentes sections du monde arabe, spécialement gérées par, je ne vais pas dire par les imams, les mondes musulmans. Les Arabes ne sont pas tous des musulmans, il y a aussi des chrétiens, il y a aussi des juifs. Et c'est la chose la plus intéressante. Mais principalement, on les considère musulmans. Et en même temps, je ne vais pas dire que c'est l'histoire de l'islam, c'est plutôt le problème de l'islam radical. À l'époque, Sadat était victime de cet islam radical. Mais il était accusé aussi, tu vois, par exemple, le plan de Carlos, le terroriste international, contre Sadat, qu'il n'a jamais pu réaliser, puisque Sadat a été tué finalement par d'autres, s'appelait séparat, c'est-à-dire le grand reproche qui était fait à Sadat, en tout cas par beaucoup de gens, peut-être qu'il y a aussi ce que tu dis qui se mêle, c'était la paix séparée, c'est-à-dire d'avoir séparé l'Égypte du reste du monde arabe dans son combat pour remettre en cause la colonisation israélienne. Ça, c'est l'excuse politique. Ça, c'est le grand titre. Mais il était tué par qui? Il était tué par les musulmans radicaux. Il n'était pas tué par des politiciens. Et on voit cette mouvance-là aujourd'hui. Il s'exprime beaucoup par ce qu'on appelle l'Al-Qaïda, par les Hamas, et s'exprime encore aujourd'hui. Et cette guerre à interne du monde arabe existe encore aujourd'hui. On peut trouver aussi les chrétiens fanatiques, on peut trouver aussi les juifs fanatiques. D'ailleurs, on les trouve.
Ils ne peuvent pas s'imaginer qu'on vit en paix sans régler les conflits par l'épée, par les armes. C'est impressionnant. Cette culture-là, d'ailleurs, elle a régné aussi en Europe. On les voit encore au Moyen-Âge, on les voit encore au XIXe siècle. Même en France, on avait vu que les conflits entre personnes d'humiliation, entre deux personnes, on a réglé ça en duel. C'est la justice divine parce que je suis arrivé à tuer l'autre. C'est complètement aberrant. Et pour moi, ce combat existe encore. Il y a encore des gens, on appelait ça fanatiques, radicaux. Tu disais, il y a aussi des juifs fanatiques, Joseph. Si on pense aux zélotes du plateau de Masada, qui ont été jusqu'à se suicider pour ne pas se rendre face aux Romains, tu penses que c'était une exaltation idéologique, religieuse, ou c'était une radicalisation d'une révolte contre l'occupation romaine, ou un mélange des deux? C'était plutôt un mélange des deux. Je dis le pire que ça. C'était un groupement de gens. Parce qu'ils tuaient aussi d'autres juifs qu'ils considéraient comme collaborateurs. Je sais qu'il y a un lord anglais qui vient souvent en Israël et qui est juif aussi, qui dit qu'il les compare au Hamas aujourd'hui. Et même pire. Et il a raison, je pense. Parce que ce qui s'est passé à Masada, ça c'est vrai que les Israéliens ils considèrent Masada, les gens, ces zélotes-là, les juifs qui s'est suicidés, comme des grands héros. Mais attends, c'est eux qui ont tué des dizaines de milliers de juifs à Jérusalem. Quand Jérusalem était entourée par l'armée romaine, et les Romains n'ont rien fait. Les Romains étaient tout autour, mais ils ont laissé les Juifs à se entretuer à l'intérieur de la ville. On appelle ça la guerre des Juifs. Ils étaient fanatiques et ils étaient d'accord à tuer leurs propres frères. Ils n'ont jamais pensé à faire la paix. Alors, il faut se poser la question. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes d'accord d'aller au-delà de cet sacrifice, autosacrifice? C'est des gens qui se considéraient plus saints que toute autre chose. C'est-à-dire, c'est sacrifier au nom de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit on les trouve côté juif comme on les trouve côté arabe. Je dis exprès arabe et pas musulman, parce que c'est une horreur quand j'entends ça, cette islamophobie parler contre les musulmans comme un musulman. Musulman, c'est un être humain. C'est quoi le mot musulman? C'est un croyant en Dieu. Ça veut dire ça. Alors, oui, puis on disait la même chose à la génération de l'époque des nationalismes, de Nasser et tout ça, des extrémistes nationalistes ou des extrémistes marxistes, et puisqu'il y a eu les petits groupes marxistes palestiniens aussi qui... Il y a aussi, jusqu'à aujourd'hui, il y a des groupes marxistes palestiniens. Et on peut trouver des gens qui ne peuvent pas comprendre qu'on peut régler les problèmes en dialoguant. Et on les trouve. Moi, j'appelle ça les fanatiques, et les radicaux, mais on les trouve de tous côtés. Et actuellement, bien sûr, on voit ce conflit-là qu'on appelle conflit israélo-palestinien, qui pour moi n'est pas un. Et plutôt, il fait un conflit de ce qu'on appelle conflit israélo-arabe plutôt. Et les Palestiniens, les peuples palestiniens sont utilisés comme un outil, un moyen pour combattre Israël. C'est eux qui font la guerre au nom du monde arabe, qui n'a pas le courage d'admettre qu'il y a aussi une entité juive qui a le droit aussi d'exister, comme vous. Et ça va encore au-delà. Ça va d'un conflit international. Et pour moi, entre différents pouvoirs, qui officiellement on appelle ça religieux, pour moi ce n'est pas de religion, mais entre le christianisme, judaïsme, christianisme et l'islam. Et pour moi c'est un faux combat qui n'a pas lieu d'être, parce que je trouve beaucoup de musulmans qui sont très pacifiques, très pacifistes, et malheureusement les pacifistes
sont pas d'accord à prendre les armes à la main, ne sont pas d'accord à sortir dans la rue et commettre des actes de violence. On les entend beaucoup moins et on les tue. Et j'ai plusieurs exemples à ce sujet-là, aussi, sur ce que je connais moi en Israël, ce que j'ai vu. Et vous pouvez prendre simplement l'exemple de la part de ce que j'appelle les princes verts. Une histoire très intéressante d'un gars qui était officiellement considéré palestinien terroriste, arrêté par l'armée israélienne, était le fils du chef de Hamas dans les territoires occupés autour de Ramallah. Et lui, il est arrivé à changer complètement sa façon d'être, sa façon de réagir. Et aujourd'hui, c'est un ambassadeur de paix. Il s'appelle comment? Le prince vert. Ouais. Oui, officiellement, je préfère appeler ça le prince vert. Il ne faut pas... Hassan, je crois qu'il s'appelle Hassan. Ça suffit de regarder sur Internet, il y a pas mal de livres. Il y a un film qui a été créé qui s'appelle Le Prince Vert. C'est pour ça que j'appelle ça Le Prince Vert, parce que c'est celui qui a décidé de sortir au grand public. Et jusqu'à aujourd'hui, il embête pas mal de gens dans le monde, parce qu'il a des apparitions dans différents comités des Nations Unies, et il raconte de son expérience. Il était radicalisé. Il a changé, il dit oui, on peut faire autrement. On peut faire autrement. Pour moi, c'est un grand espoir de voir, waouh, quelqu'un qui a bien compris que c'est plus intéressant de sauver la vie des gens que de les tuer, de les massacrer. C'est pas la fait que je vais prendre des armes, je vais mettre une bombe quelque part, ou je vais prendre un pistolet, je vais tuer quelqu'un, que je vais faire un pas vers la paix. Mais le contraire, quand je vais laisser cette bombe-là, non, je vais la détruire, non, je ne vais pas utiliser les armes, non, c'est à ce moment-là que je vais vers la paix. Et ça, je me dis de tous côtés, ce n'est pas forcément parce que je suis égyptien, syrien ou israélien ou palestinien. J'ai dit, j'appelle à tout le monde, toute nation, à toute confession, s'il vous plaît, arrêtez de tirer. D'abord, arrêtez. Tirer les uns sur les autres. Et c'est qui doivent arrêter? C'est les soldats. Et comme solution organisationnelle dans l'absolu, puisque aujourd'hui ça paraît difficile à imaginer, à quoi penses-tu, Joseph Altman, à deux États ou à un État commun avec une citoyenneté égale ou... Et quand on parle de conflit israélo-palestinien, bien sûr, le peuple palestinien, d'abord, il faut le savoir. Pour moi, il existe. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupement de gens qui se définit comme des Palestiniens. Alors, à ce moment-là, il existe. Ce n'est pas 10%, c'est quelques millions de personnes qui se déclarent et c'est leur droit à l'autodétermination. Je n'ai aucun droit à ne pas les considérer, à ne pas les respecter. Ouais. Oui, ça c'est un peu une réaction à ce slogan qui a habité ou qui habite beaucoup d'Israéliens. On est un peuple sans terre qui est arrivé sur une terre sans peuple. Et bien sûr que le peuple, les Palestiniens, bien sûr, ils ont habité dans ce territoire-là. Depuis combien de temps, c'est une autre question. Mais je vais pas chercher les conflits, parce que si on cherche le conflit, on le trouve très facilement. Je suis parmi ceux qui cherchent plutôt des solutions d'apaisement, parce que je ne pense pas que la guerre, c'est une condition que je peux respecter. Je ne vais pas respecter la guerre et les gens qui font la guerre. Je suis désolé. Même j'ai des problèmes, je sais, pas mal avec ma propre famille à ce sujet-là, mais je préfère avoir cette problématique-là et militer pour la paix immédiat. Et bien sûr, comme ce peuple-là, il existe, il a, bien sûr, dans les conditions politiques actuelles dans le monde, bien sûr, ils ont le droit d'avoir leur État indépendant. Techniquement, comment le faire, c'est une autre chose, c'est une autre question, mais je pense que d'abord, il faut admettre
pour les Israéliens que ces peuples-là existent, pour les Nations Unies que ces peuples-là existent, qu'il a le droit d'avoir son territoire autonome, dans lequel c'est lui qui va décider de son avenir, c'est lui qui va décider comment faire côté économique, social. C'est leur problème à résoudre et c'est aux nations du monde entier à les aider pour le faire. C'est une question d'humanité, d'humanisme simplement. Et il n'y a rien plus que ça. Parce que malheureusement, je connais très bien l'histoire de Palestiniens en Israël. Je vais travailler avec un Palestinien. Il y a une partie des Palestiniens qui vit en Israël. Parce qu'on dit Israël, il y a beaucoup de Palestiniens en Israël. Il y a pratiquement 20% de la population. Mais c'est très intéressant. Sous ces 20% de la population, ils n'ont pas 20% au Parlement israélien. Ça s'appelle le Knesset. Parce qu'il y a des Palestiniens qui votent pour les partis qui officiellement considérés partis politiques des Juifs. Parce qu'ils sont bien intégrés, ils vivent bien dedans. Dans cette société israélienne, on trouve des juges musulmans, tcherkesses, druzes, les chefs des banques, on trouve de toutes nations. C'est-à-dire, ce peuple, quand on dit Israël, ce n'est pas juif seulement. Et à juste titre, les Druzes, ils réclament ouvertement leurs droits. Et ils ont leurs droits, et qui sont pratiqués en plus. Il ne faut pas oublier, en Israël, il y a un cours des charia. La charia, ça veut dire faire régner la loi selon le Coran sur les affaires familiales. Et ça existe en Israël. Ça veut dire tout musulman a le droit de choisir s'il se soumet au tribunal civil ou au tribunal de la charia. C'est un choix libre qu'il a. Alors on avait accepté et ça fonctionne très bien. Alors si ça fonctionne très bien, pourquoi on ne peut pas aller encore plus loin? Et simplement, quand je dis Palestiniens, ce n'est pas forcément tous les Palestiniens d'Israël. Il y a une partie des Palestiniens qui ne veulent pas vivent dans un territoire palestinien. Et ils le disent ouvertement. On n'est pas d'accord à travailler sous le contrôle de l'OLP ou de la Hamas. Nous, on est bien en Israël. On est israéliens. Mais ça n'empêche pas, et ils ont, à juste titre, ils réclament de résoudre la question des Palestiniens qui vivent dans ce qu'on appelle les territoires occupés, ou la West Bank, côté ouest de la Jordanie. Voilà. La solution politique ne sera pas d'annexer ces territoires-là par Israël, mais plutôt laisser ces territoires-là dans les mains des Palestiniens, que c'est eux qui décident de leur avenir. D'ailleurs, j'estime qu'on a perdu beaucoup d'années. Je faisais une partie à partir de l'âge de 15 ans d'un mouvement qui appelait exactement à cette solution-là. C'est-à-dire que l'armée israélienne, après 67, après cette grande victoire glorieuse, entre guillemets, il y avait quand même victoire militaire, il fallait que l'armée israélienne sorte de ce territoire-là et qu'il laisse les Palestiniens établir leur propre autorité. Il y avait, c'était le point de vue, entre autres, de ce grand intellectuel qui était Yeshayahu Leibovitz, le rédacteur de l'encyclopédie juive, qui disait c'est le 7e jour, la catastrophe, fallait partir le 7e jour après la guerre de 6 jours. Oui. Ouais. Oui, il fallait partir. Et il n'est pas le seul, il y avait un leader politicien israélien qui s'appelait Israël Galili, que je l'avais écouté beaucoup, de la gauche, pas par hasard, qui a appelé exactement à quitter ce territoire-là. Et j'ai dit, pas quitter tout de suite, mais aider les Palestiniens d'abord à prendre le pouvoir, à établir leur comité de gestion, les aider. C'est-à-dire, c'est le moment qu'on est fort, c'est ce moment-là qu'il faut aider à celui qui, dans la faiblesse, et n'est pas arrivé, obligatoirement après on arrive à une situation de conflit d'identité, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui n'ont pas accepté l'existence de peuples palestiniens, sans droit. Et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Quand je vois, je suis désolé, je vois des colonies qui s'installent encore aujourd'hui, je dis, au nom
de la Bible, ok, je connais la Bible, je connais par cœur la Bible. C'est des droits historiques. Mais les droits historiques numéro un, selon la Bible, c'est les droits de l'autre à vivre aussi. Ah, bien sûr, on peut sortir de la Bible différents passages en disant il faut éliminer ton ennemi jusqu'au bout, jusqu'au dernier, même ses bétails, même ses lapins qui étaient élevés, tout brûlé. Et j'ai dit, écoutez, on ne vit plus à cette époque-là. On vit dans un autre monde. On vit dans un monde où la femme, elle a ses droits. Et c'est des choses très intéressantes. Dans le monde israélien, il y a de la démocratie. La femme israélienne, dans le kibbutz dans lequel j'ai vécu, depuis 1920-1930, elle a ses droits exactement comme l'homme. Il y a une égalité que je n'ai pas trouvée appliquée, même aujourd'hui en France. Une égalité absolue entre l'homme et la femme. D'ailleurs, ce qui a posé beaucoup de problèmes à mon père, culturel. Quand on est passé de la Pologne en Israël, et soudain il s'est trouvé que sa femme n'est plus soumise à ses autorités. Ça veut dire qu'elle a le droit de travailler comme lui, qu'elle ne doit pas lui poser la question s'il a envie ou n'a pas envie. Mais elle n'est pas pour la maison seulement pour faire cuisine, s'occuper des enfants. Et c'était un choc culturel. Jusqu'à la fin de sa vie, il s'est battu avec. Et c'est comme ça. Mais en Israël, c'est un pays démocratique dans lequel la femme, elle a ses droits, exactement comme l'homme. Dans le monde arabe qui l'entoure, non. C'est ce problème numéro un. Et on utilise beaucoup cet élément-là, cette vérité, pour parler contre les Arabes. Vous voyez comment ils sont. Soi-disant, ils sont primitifs et ils sont encore de l'époque de la Bible. En même temps, je vois les Israéliens qui, oui, vous êtes aussi encore de l'époque de la Bible, parce que vous réclamez à vous installer sous ce territoire-là, parce que c'est écrit dans la Bible. Alors, s'il vous plaît, il y a des milliers d'années qui sont passées. Vous ne pouvez pas être plus humain que ça. Aujourd'hui, c'est si difficile. Et c'est vraiment, il faut installer sous ce village-là, parce que là-bas, il y avait les tombeaux d'un rabbin quelconque qui était enterré. Est-ce que c'est plus important que la vie des gens qui vivent sur place, le respect et l'amour entre les gens? Moi, personnellement, ça me fait mal. Et je vois aujourd'hui, encore, cette semaine, il y avait un grand conflit. C'est très intéressant, il y a à peu près 150 personnes, on appelle ça, en hébreu, le Noir Agvaot. Ça dit, c'est la jeunesse des collines qui se bat contre les villageois palestiniens qui s'installent juste à côté d'un village palestinien en leur disant, c'est notre territoire, vous n'avez rien à faire ici, vous les Palestiniens, partez. J'appelle ça le terrorisme juif, qui existe. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le définir, le service de sécurité israélien l'ont défini depuis très longtemps. Il existe le terrorisme juif aussi. Et c'est très triste. C'est très triste. C'est pour ça que j'ai dit, le terrorisme n'est pas la propriété des Palestiniens, n'est pas la propriété des Arabes. On peut trouver des terroristes dans toute nation. Pour être très concret, dans la vie d'aujourd'hui, c'est bien de rêver. Pour être pratique, pragmatique, s'il vous plaît. La reconnaissance d'un État palestinien, pour moi, je pense, par les Nations Unies, quelque chose était nécessaire, parce que je ne crois pas qu'Israël actuellement, avec son leader officiel, Benjamin Netanyahu, fera un pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pour permettre aux Palestiniens de vivre dignement sur leur territoire. C'est un problème très très grave. Et sans pression internationale, ça ne sera pas possible. Il faut que les Nations Unies aient le courage de le déclarer officiellement et que tout humain qui écoute ces missions-là, qui puisse d'abord faire un appel. On n'est pas obligé de sortir dans la rue pour manifester, crier, pour moi ça ne sert à rien. Sortir de la rue et crier violemment, parce que, excusez-moi, ce que j'entends dans les manifestations, très souvent, ce n'est pas des appels à donner un État indépendant aux Palestiniens, mais c'est la
destruction, l'élimination de l'État d'Israël. Et ça, c'est horrible, bien sûr. Si une manifestation vous appelle à la destruction de l'État d'Israël, obligatoirement, il y aura une résistance. Parce que le peuple israélien se trouve aujourd'hui dans un état très grave dans lequel il se trouve avec les dos contre le mur. Joseph Altman, merci pour tout ce développement, toute cette histoire qui pourrait rebondir encore, puisque c'est quelque chose qui est très complexe et dont on ne connaît pas la fin. Et à bientôt. Merci. Merci pour cette occasion d'exprimer mon avis. C'était Être juif à l'heure d'Israël avec Joseph Altman, un entretien réalisé par Alex pour Radio Zinzine. Et on termine musicalement avec Yenon Mualem.